Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV. Aujourd'hui, nous avons un entretien très particulier qu'on pourrait qualifier de tricontinental, parce que nous avons le plaisir d'avoir avec nous Laurent Michelon à partir de Hong Kong, Youssef Indy à partir de la France et moi-même à partir de l'Afrique du Nord, du Maroc. Ce schéma très particulier permettra d'aborder sous différents angles l'évolution du regard des populations, mais également de la diplomatie portée par la Chine d'un côté sur le monde arabe, de l'autre côté, le regard porté par le monde arabe dans sa pluralité, sa complexité par rapport à la Chine. Alors la Chine, qui pendant très longtemps était dans un schéma de neutralité positive vis-à-vis de la question israélo-palestinienne et du monde arabe plus globalement, qui était un peu le théâtre d'opération de l'hégémonie américaine et puis avant un enjeu central de la guerre froide entre les deux grands blocs, et bien cette position a changé fondamentalement. Notamment, on a assisté récemment, relativement récemment, à la médiation de la Chine entre l'Arabie saoudite et l'Iran, puisque c'est sous les auspices chinois que les deux pays ont relancé leurs relations diplomatiques. On a vu ces dernières années l'Arabie saoudite se rapprocher davantage de la Chine, l'Arabie saoudite qui nous a habitués à une soumission totale vis-à-vis de Washington. Depuis un certain temps, les Saoudiens parlent même de vendre leur pétrole contre des yuan, ce qui remet en cause l'hégémonie du dollar, qui est le fondement de la puissance américaine, mais qui demeure un géant au pied d'argile. Donc tout cela, on en parle aujourd'hui. Et je commencerai par Laurent Michelon, que je salue et que je remercie d'être là avec nous. Bonjour et merci à vous. Merci à vous d'être là. Youssef Indy, bonjour. Ah oui, pardon, je les ai désactivés pour laisser la parole à Laurent. Du coup, D'accord. non, je disais bonjour à tout le monde, bonjour, Bonjour. bonjour Laurent, bonjour Rachid. Bonjour. Alors Laurent, est-ce que tu pourrais, parce que la plupart des gens portent un regard exotique sur la Chine, imbibé de stéréotypes, etc., peux-tu nous faire un bref historique de l'évolution du regard chinois et de la diplomatie chinoise par rapport à la question israélo-palestinienne qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui? Oui, bonjour. Effectivement, la question du regard de la Chine sur le conflit israélo-palestinien, euh, il a évolué récemment, mais on va dire qu'il y a quand même une constance dans la diplomatie chinoise, puisqu'elle regarde cette question-là sous l'angle de la décolonisation et de l'anti-impérialisme. Donc, si on parle de la Chine, on parle de la Chine depuis 1949, l'établissement de la Chine communiste. Et en fait, dès 1955, il y a je vous ramène à vos vieux bouquins d'histoire. 1955, c'est la conférence de Bandung, la conférence des pays non alignés qui avait eu lieu donc à Bandung en Indonésie, auquel participaient, on va dire, tous les pays ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, mais qui à l'époque étaient les non alignés, c'est-à-dire les pays qui étaient ni dans la sphère, on va dire, de la démocratie libérale à l'américaine, ni dans la sphère soviétique. Donc c'était des pays qui voulaient se détacher un petit peu de cette logique de bloc. Et donc il y avait la Chine, il y avait l'Inde, il y avait, sans savoir qu'il y avait quand même une proximité idéologique entre la Chine et l'URSS, mais la Chine ne voulait pas être entraînée dans une logique de bloc, surtout dans le conflit enfin la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc la Chine était présente à la conférence de Bandung et c'est donc 1955, c'est elle qui dès le début parle de la question palestinienne, alors que la Palestine n'était même pas présente. La Palestine était représentée par ce qui sera plus tard le premier président de l'OLP, qui était Monsieur Choukeri, je crois, et qui donc lui était présent, mais il était avocat à l'époque, il ne représentait pas la Palestine, on est en 1955. Et en fait, la question palestinienne était prise en charge par la délégation syrienne et la délégation égyptienne, puisque un des grands acteurs de la conférence de Bandung, c'est Nasser, évidemment. Donc, la Chine, d'entrée de jeu, dit si la question de la Palestine n'est pas mise à l'ordre du jour de la conférence de Bandung, on peut dire dès le début que la conférence de Bandung ne sera pas un succès. Et Zhou Enlai, qui était le représentant, qui était le premier ministre de la Chine à l'époque, aborde dans son discours la question de la Palestine. Alors je répète, donc sous un angle vraiment décolonial, anti-impérialiste. Ça, c'est la première mention, et on va dire la première prise de position de la Chine sur la question palestinienne. La Chine a toujours soutenu
la lutte armée, puisque c'est de là que le Parti communiste est sorti et a vaincu en fait le Kuomintang et les Japonais, c'est de la lutte armée. Donc la Chine est un pays qui croit en la lutte armée et en fait, elle a toujours été on va dire un soutien de l'union des peuples arabes, puisqu'elle avait bien senti que, en fait, aussi bien la Chine que le monde arabe étaient deux, on va dire, civilisations qui faisaient peur à ce qu'on appelle aujourd'hui l'hégémon anglo-américain. Et ça, dès 1965, Mao Tse-tung le dit directement aux représentants de l'OLP. Donc là, on saute en 1965, 10 ans plus tard. Donc en 1964, création de l'OLP, reconnaissance immédiate de l'OLP par la Chine, alors pas de la Palestine, mais de l'OLP, reconnaissance immédiate avec tout de suite en 65 l'ouverture d'une ambassade à Pékin et l'invitation à Pékin d'une première délégation palestinienne menée par M. Choukeri qui rencontre Mao Tse-tung et Mao Tse-tung leur dit, d'entrée de jeu, il leur dit là, aussi bien le monde arabe que la Chine sont deux civilisations que l'impérialisme craint et vous êtes à l'entrée, vous êtes la porte de ce grand continent. Donc en parlant de l'Eurasie, donc on voit déjà la vision de Mao Tse-tung qui voyait déjà le monde sous un angle dont on parle aujourd'hui dans tous les journaux. Mais lui, il parlait déjà donc de ce grand continent eurasiatique dont le monde arabe était la porte d'entrée. Il disait la Chine, nous sommes à l'arrière. Mais l'impérialisme anglo-américain a créé la question israélienne et la question de Formose, qui est Taïwan, mais qui à l'époque, lui, il appelait Formose. Et ces deux entités ont été créées quasiment ex nihilo, avec le même objectif en tête, c'est vraiment faire dérailler le développement de deux grandes civilisations. Donc, Laurent, si tu permets juste de détailler ce point avant d'aller plus loin. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la Chine, qui à l'époque, et même aujourd'hui, est communiste, mais elle l'était peut-être davantage à l'époque, puisqu'elle était encore dans cet élan révolutionnaire porté par Mao Tse-tung à l'époque des années 60. Il est intéressant de voir que dans le vocabulaire de Mao Tse-tung, il y a effectivement la question de l'Eurasie, donc il y a un regard purement géopolitique qui ne relève pas du logiciel de la lutte des classes directement, mais il y a également les mots comme civilisation, culture, etc. Ce qui n'est pas caractéristique d'un discours communiste. Par exemple, du côté de l'Union soviétique, jamais on n'entendra Staline ou Khrouchtchev parler de civilisation. On parlera de lutte des classes, d'émancipation des peuples, d'un logiciel très théorique et très abstrait. Or, dans le logiciel chinois, il y a déjà cette dimension culturelle, voire même territoriale. Donc la Chine commence déjà à se penser comme un État et pas comme un foyer révolutionnaire à l'image de l'Union soviétique à l'époque de Trotsky et de Lénine. Tout à fait, mais c'est là qu'on voit la différence fondamentale et on le voit aujourd'hui avec ce qu'on appelle, la description de la Chine. Pour les gens qui n'y connaissent rien ou qui ne veulent pas connaître la Chine, parce que je pense qu'il y a vraiment cette dimension-là de nos jours chez nos journalistes, c'est de faire semblant de ne pas connaître la Chine d'aujourd'hui. La Chine d'aujourd'hui, c'est aussi bien le confucianisme, ajouté au maoïsme, ajouté à la théorie de Deng Xiaoping et maintenant même la pensée de Xi Jinping. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais cessé d'être une civilisation. C'est un État-civilisation et même quand on va dire à la naissance du communisme en Chine en 1921 et donc à l'avènement de la Chine populaire en 1949, c'est pas pour autant qu'il y a eu l'effacement de la culture et de la civilisation chinoise. Ça, c'est quelque chose qui est impossible en Chine. La culture. Oui, mais c'est ce que j'aimerais comprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que c'est impossible? Parce qu'en Union soviétique, les bolcheviks ont, au contraire, combattu la civilisation russe, notamment en mettant en avant les minorités, etc., pour diluer l'identité russe à travers le communisme. Alors en Chine, c'est le contraire. Enfin, pas le contraire, mais disons que le communisme a été un mode d'expression de l'identité chinoise. Oui, tout à fait. C'est une continuation, en fait. Il y avait pas de volonté de rupture, il y avait une volonté de réforme, mais de réformer la culture chinoise qui était jugée un peu arriérée. C'est pour ça qu'on a vu que sous Mao, il y a eu une révolution aussi au niveau de l'écriture. L'écriture a été simplifiée pour qu'elle soit accessible à toute la population et pas juste à une caste de lettrés. Mais donc voilà, il n'y a pas eu une volonté de tout casser et de repartir à zéro. C'est vraiment une réforme. Voilà, une
réforme de la... Donc le regard porté sur la Palestine est un regard qui part du point de vue décolonial ou anticolonial, d'égalité et de lutter contre l'injustice. Donc on est dans le logiciel communiste encore. Mais y a-t-il également une dimension territoriale, c'est-à-dire que la Chine soit attachée au fait que les Palestiniens aient le droit à un État? C'est-à-dire, y a-t-il autre chose que le logiciel communiste de lutte contre l'injustice et contre les dominants? Oui, parce que la Chine, là, on va un peu plus loin dans la chronologie, donc on y reviendra après. Mais si on va un peu plus loin dans la chronologie, on voit que la Chine s'est élevée également contre le fait que la question palestinienne à l'ONU a toujours été en fait traitée comme une question humanitaire. C'est-à-dire on n'a jamais remis en cause le fait qu'il y avait des Européens qui poussaient des Arabes en dehors de chez eux pour leur prendre leur territoire. On a toujours traité la question à l'ONU comme étant il y a des réfugiés palestiniens, va falloir en faire quelque chose, les pauvres. Voilà. Mais on s'est jamais posé la question sur oui, mais le territoire. Et ça, c'est la Chine, c'est quelque chose contre la Chine, c'est toujours élevé de façon silencieuse, parce qu'il faut bien voir que la Chine a eu accès, est entrée à l'ONU en 1971. Donc toute la question de la lutte armée dont je parlais, qui est très importante pour la Chine, puisque la Chine communiste, le communisme, sort de la lutte armée. Et on verra plus tard que c'est toujours pas abandonné, justement avec ces rencontres entre le Fatah et le Hamas qui ont été organisées à Pékin. C'est aussi pour montrer que elle croit toujours dans l'utilité d'une lutte armée. Mais il faut bien voir que jusqu'à 1971, la Chine ne pouvait pas parler ouvertement de défense du territoire par lutte armée parce que ça lui aurait fermé la porte définitivement des Nations Unies. Voilà. Donc, j'espère que je réponds à peu près. Non, c'est très clair, c'est même très clair. Alors, oui, donc si tu veux continuer. Oui, alors pour reprendre la chronologie, donc on va dire donc 1965, Mao reçoit une délégation palestinienne à Pékin. Il y a une ambassade. Il faut voir que juste avant, pendant la crise de Suez en 58, la Chine est très clairement du côté de Nasser. Pendant la crise en Jordanie, où le Royaume-Uni a envahi la Jordanie, la Chine est très clairement du côté de la Jordanie, et c'est là qu'elle développe son discours de front uni, de développer une union en fait entre les peuples arabes, parce qu'elle a bien compris que c'était une question qui la concernait directement, puisqu'elle avait déjà réalisé son rêve de décolonisation, mais elle a bien vu qu'il y avait un certain nombre d'États qui n'étaient pas décolonisés. Et d'ailleurs, quand je parlais un instant de l'entrée de la Chine aux Nations Unies en 1971, Mao Tse-tung a dit en 1971, dès le début, et il a dit à son envoyé qui a fait son discours d'entrée de la Chine à l'ONU, il a dit il faut bien mentionner que nous devons notre entrée à l'ONU grâce à l'Afrique, pays arabes et pays africains, qui ont voté massivement. Et ce sont ces pays-là qui ont le plus célébré. Il y a des vidéos qui sont disponibles sur Internet où on voit le discours d'arrivée de la Chine à l'ONU. Le discours du représentant à l'époque, c'est 2 minutes de tonnerre d'applaudissements, 2 minutes, tout le monde debout, des gens qui dansent, des représentants des pays africains qui dansent, qui célèbrent, parce que dans le discours de la Chine, il y avait tout ce que les États du Sud global voulaient entendre sur le processus de décolonisation, sur le processus de justice, et jusqu'à aujourd'hui, ce que la Chine dit, c'est on va dire cet objectif de communauté de destin pour l'humanité. Donc c'est vraiment on fait tous partie du même monde et le développement du monde ne sera pas tant qu'il y aura encore de l'impérialisme sur cette planète. Donc c'est quelque chose qui commence très très tôt, ça fait 40-50 ans, et qui aujourd'hui la Chine, en changeant de vocabulaire, mais elle active toujours les mêmes idées envers le sud global. Voilà. D'accord. Alors avant d'aborder la question de Deng Xiaoping, parce que peut-être qu'il y a eu une relative rupture dans le discours ou un relatif retrait, j'aimerais passer à Youssef Indy, et on va rebondir après, pour également développer une forme de relative historique de l'autre côté, c'est-à-dire du point de vue du monde arabe. Donc Laurent Michelon a évoqué l'union du monde arabe vue comme étant positive par la Chine et qui a profité d'un soutien actif. Alors au début, pas diplomatique parce qu'elle n'était pas membre de l'ONU, puis plus tardivement diplomatique. Mais le monde arabe n'est pas un bloc monolithique. On avait un monde arabe soumis à Washington, notamment l'accord de Quincy avec l'Arabie Saoudite et les monarchies du Golfe, et on avait un monde arabe qui était révolutionnaire. De ce point de vue-là, le monde arabe, comment son regard a évolué par rapport à la Chine? Sachant que récemment, je l'avais évoqué, il y a eu une médiation chinoise entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc il y a un saut qualitatif qui s'est opéré.
Ouais. Alors, en fait, ce qu'on observe quand on se penche sur l'histoire contemporaine du Proche-Orient et les différentes crises qui ont été très souvent provoquées par Israël, c'est que la puissance extérieure qui s'implique dans les affaires proche-orientales aux côtés des pays arabes socialistes ou socialisants, comme l'Égypte ou la Syrie et même des relations de proximité avec l'OLP, c'est l'Union soviétique. La Chine, enfin, la Chine est peu présente, voire pas présente. En tout cas, moi, de ce que j'ai étudié, elle n'est pas active. Mais à partir des années 90, c'est-à-dire que dans la période de début de décollage économique de la Chine, qui est encore très loin à cette époque-là de la Oui. Chine actuelle en termes de puissance économique. Si on regarde en fait les balances, enfin les balances commerciales et l'importance économique et commerciale à l'échelle mondiale entre les États-Unis et la Chine dans les années 90, l'Amérique a encore l'avantage. Et ça commence à basculer complètement dans les années 2000, 2008, 2012. Là, c'est Mhm. vite bascule. Mais ce qu'on voit, c'est que la Chine, de ce point de vue-là, avance vraiment comme une puissance terrestre. C'est-à-dire que ses relations avec les pays musulmans, comment dire, sont définies par la géographie. C'est les pays musulmans d'Asie du Sud-Est et c'est les autres pays musulmans d'Asie, comme le Pakistan et l'Iran. Et dans les années 90, on commence déjà à voir, là c'est intéressant du côté américain, des réactions par rapport à cela, en disant, bah, c'est Huntington, au milieu des années 90, 96, dit, mais il y a un tournant en 93. Et en 93, en l'espace de 6 mois, on a la Chine qui vend des composants balistiques au Pakistan pour développer son armée, des discussions sur le nucléaire entre la Chine et l'Iran, je crois des essais nucléaires notamment de la Chine à cette époque-là. Puis le Qui Pakistan qui obtient l'arme nucléaire grâce à la Chine. Oui, oui, bien sûr. Et donc la Chine commence à s'imposer petit à petit comme une puissance régionale qui tisse des liens par cercle concentrique. Moi, Mhm. c'est ce qui m'apparaît. Puis D'accord, donc elle part de sa proximité immédiate et puis par effet de diffusion, elle intègre dans son champ diplomatique de plus en plus d'États musulmans vers le dernier cercle qui est le oui, monde arabe. avec la création d'organisations internationales, mais internationales continentales, c'est-à-dire l'ASEAN, c'est-à-dire l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation sécuritaire, une autre organisation, alors j'ai pris le BCIM, qui relie le Bangladesh, la Chine, l'Inde et le Myanmar. Donc au Myanmar, il y a des bouddhistes et des musulmans. Dans l'ASEAN, il y a une dizaine de pays et parmi ces pays-là, il y a des pays Les musulmans d'Asie musulmans. du Sud-Est très importants comme la Malaisie et l'Indonésie. Donc c'est comme ça qu'opère, disons la Chine. Et la Chine commence vraiment à marquer sa présence timidement au Proche-Orient avec la guerre contre la Syrie. Je me souviens en 2013, en août 2013, il y a eu l'énorme fake news occidentale sur le gazage de la population civile Mhm. syrienne par Bachar al-Assad. Parce que du point de vue des Américains, Bachar al-Assad, Kadhafi se réveillent un matin et ils se disent tiens, je vais massacrer ma population. Tout de suite, ça a servi de prétexte aux Américains qui ont entraîné avec eux les Britanniques et les Français pour bombarder la Syrie. Et donc, ils ont envoyé des navires de guerre au large de la Syrie pour frapper. Les Russes ont positionné des navires de guerre et les Chinois ont envoyé 2 navires de guerre, mais pour observer. Et donc, la Chine commence petit à petit à marquer sa présence. Et là, ça a été beaucoup plus spectaculaire ces dernières années avec la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais en fait, cette réconciliation est le résultat d'une négociation qui a commencé autour de 2021
avec des émissaires saoudiens et iraniens qui se sont rencontrés en Irak. Mais effectivement, la Chine a joué un rôle important parce que la Chine est une grande puissance commerciale qui développe depuis 2012 le One Belt One Road, les nouvelles routes de la soie. On va en parler. Ouais. Et pour ce faire, ils ont besoin que ce grand espace continental soit pacifié. Et les Américains, de leur côté, ont besoin, pour entraver ces routes de la soie, d'allumer des feux. Alors, bien sûr, il y a le feu proche-oriental, mais ça fait un siècle. Et il y a le feu du Myanmar. Alors, au Myanmar, ce qui est paradoxal, c'est que, bien sûr, il y a les Américains, avec George Soros d'ailleurs, parce que George Soros commence à s'intéresser au Myanmar dès 2003. La crise commence en 2012. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait de l'argent saoudien, un Pakistanais donc qui a été formé en Arabie Saoudite et qui prend en fait le leadership de l'organisation armée au Myanmar pour déstabiliser la zone, pour permettre à terme l'installation d'une base militaire américaine sur le continent asiatique, parce qu'en fait, pour l'instant, ils n'ont que des bases insulaires en Asie Pacifique, ils veulent s'y implanter, et aussi entraver l'alimentation en hydrocarbures de la Chine qui vient du Golfe Persique, et entraver l'organisation, le corridor commercial, l'initiative chinoise qui intègre le Bangladesh, le Myanmar, l'Inde et la Chine, et ce qui permettrait aussi d'apaiser les relations, les tensions entre la Chine et l'Inde. Donc c'est toujours la même, c'est la diplomatie économique, la diplomatie du commerce que veut développer la Chine. Mais n'a-t-elle pas une limite, cette approche, si tu permets? C'est que d'un côté, on a la Chine qui veut pacifier le continent eurasiatique parce qu'elle a un regard sur comment devrait être le monde. Donc elle veut réformer l'ordre mondial de telle manière à ce qu'elle puisse avoir le poids qu'elle mérite, notamment depuis le rattrapage économique et technologique qu'elle est en train d'achever, puisqu'aujourd'hui c'est un pays pleinement développé, même à la pointe dans certains domaines technologiques. Mais de l'autre côté, on a des pays arabes qui veulent s'émanciper de la tutelle américaine, et de ce point de vue, ils prennent d'énormes risques. Des risques de déstabilisation, de conflits fomentés en jouant sur des minorités, des fractures, etc. Et on voit qu'il y a deux acteurs majeurs qui sont présents dans la région pour s'opposer à l'hégémonie américaine. Il y a la Russie et la Chine. Mais d'un côté, on a la Russie qui est prête à intervenir militairement pour soutenir un pays arabe. On l'a vu en Syrie. Et de l'autre côté, on a la Chine qui veut à tout prix éviter le conflit en cherchant toujours la voie de l'harmonie, de la paix, etc. Or, l'harmonie et la paix, c'est bien, mais quand il y a des Marines qui débarquent, il faut qu'il y ait des soldats chinois en face, et des avions chinois un peu à l'image des soldats russes et des avions russes qui sont là. Donc, de ce point de vue, la Chine, au-delà de simple rivalité, peut-elle être perçue comme pas tout à fait fiable, si jamais ça dégénère pour un pays arabe? Une question pour vous deux. C'est-à-dire pas fiable, oui, d'un point de vue, on va dire, militaire. On dirait, elle ne va pas intervenir militairement. Mais la Chine, je ne pense pas qu'elle changera de politique de sitôt. Elle respecte un principe, c'est le respect de souveraineté des États, des autres États. Parce qu'elle veut, veut que sa souveraineté soit respectée chez elle. Donc elle n'utilisera jamais l'excuse d'un conflit à l'étranger pour intervenir au nom du rétablissement de la justice ou des choses comme ça. Et on peut voir que même quand elle est touchée directement, et là je reviens à ce que tu disais sur le début, on va dire, l'apparition d'une politique proche-orientale de la Chine, même quand il y a, et là on en parlait dans notre vidéo la dernière fois qu'on a fait sur le terrorisme ouïghour, quand il y a des terroristes ouïghours en Syrie, à la frontière avec la Turquie ou à la frontière avec le Kurdistan, il y a des villages entiers qui ont déménagé avec femmes et enfants qui sont partis en Syrie pour combattre. La Chine a envoyé, on imagine, des gens de la sécurité publique pour savoir qui étaient ces gens, où est-ce qu'ils étaient, et qu'est-ce qu'ils faisaient, et travailler au soutien de la Syrie, de Bachar el-Assad, pour lutter contre ces personnes-là. Mais jamais en mettant un mot qui est à la mode en ce moment en France, des troupes au sol. Voilà. Il y aura un soutien logistique, il y aura un soutien de renseignement,
il y aura toutes ces choses-là, mais il n'y aura pas de troupes au sol parce que là, ça serait même à la limite, s'il y avait une demande de la Syrie, ce serait peut-être quelque chose qui serait envisageable. Et la Chine l'a déjà fait d'un point de vue humanitaire. Elle a envoyé des soldats dans des missions humanitaires quand on lui avait demandé, mais envoyer des troupes pour combattre même quelque chose qui pourrait se retourner contre elle, parce qu'on imagine très bien que ces combattants ouïghours en Syrie, sitôt le conflit terminé et le Daesh qui a été abandonné, Pour revenir. vont revenir et ils vont le monter ailleurs. On voit qu'ils sont partis il y en a certains qui sont partis en Ukraine et d'autres qui vont revenir en Afghanistan ou dans les pays environnants. Mais c'est pas pour ça que la Chine va, on va dire, enfreindre le principe cardinal qu'elle respecte, qui est la souveraineté des pays étrangers. Elle veut surtout pas être. Mais ça veut dire qu'elle peut, mais ça veut dire enfin, que quelque part, elle veut le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire en même temps, elle veut contenir, voire faire reculer l'hégémonie américaine, mais en même temps, elle s'interdit de s'en donner les moyens, dans le sens où elle, peut-être, des fois, elle verra ses intérêts piétinés par les Américains militairement, et qu'elle s'interdira de les défendre, au nom d'un principe Je pense que qu'on pourrait qualifier de psychorigide. ce sera un pas en arrière pour mieux avancer dans le futur, parce il faut pas non plus dire que la Chine n'intervient jamais, parce qu'il y a quand même une base militaire à Djibouti qu'elle a ouvert il y a quelques années, qui lutte contre la piraterie somalie, mais également, comme vous disiez, quand la guerre en Syrie a commencé, bon, il y avait 2 bateaux chinois qui étaient là. Récemment, il y avait 6 bateaux chinois qui étaient en mer Rouge pour voir un peu ce qui se passait. Donc la Chine ne s'interdit pas, on va dire, en fait, de prendre la position de prendre la position sécuritaire qui va avec son développement économique. Il va falloir qu'elle commence à monter en puissance d'un point de vue militaire, mais toujours d'un point de vue défensif. Jamais, il faut jamais que ce soit vu d'un point de vue offensif, parce que c'est exactement ce que recherchent les gémons anglo-américains, c'est de montrer, regardez, la Chine est un pays revanchard qui, en plus de ça, veut prendre notre place. Et en fait, ils font la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils envoient des canonnières à droite à gauche, ils envoient des armées. Et donc, si la Chine faisait ça, faisait cette erreur, elle tomberait droit dans le piège en fait qui lui est tendu par les gémons. Les gémons allument des feux justement pour que la Chine vienne maintenant les éteindre. On l'a vu dans la crise en mer Rouge, où ils ont dit, mais quand même, c'est la Chine qui profite le plus de ce passage maritime et elle fait rien. Ah oui, mais la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est entendue avec les Houthis, elle s'est entendue avec tout le monde arabe, et puis elle a dit, ben, moi, ça ne me concerne pas. Mais on voit bien qu'il y a une volonté de l'hégémon d'allumer des feux uniquement pour que la Chine soit attirée pour venir les éteindre. Oui, mais honnêtement, l'impression que j'ai, c'est que la Chine ne peut se permettre d'adopter cette politique que parce qu'il y a la Russie qui fait tout le reste. Dans le sens où on a le gentil et le méchant flic, et que la Chine joue le gentil flic parce qu'il y a la Russie qui joue le méchant flic et qui intervient militairement pour défendre les intérêts communs à la Chine et à la Russie. Quand la Russie intervient militairement en Syrie pour combattre Daesh et Jabhat al-Nusra, au fait, elle va combattre pour défendre également les intérêts de la Chine. Donc la Chine, ça l'arrange bien, elle est dans une position confortable. Ses intérêts sont défendus par la Russie. Donc effectivement, on peut jouer le rôle du pays qui respecte. Mais si jamais il n'y avait pas la Russie ou si la Russie s'effondre, et là Youssef Indy voudrait intervenir par rapport à ça, est-ce que la Chine pourrait maintenir ça, sachant qu'il y aura dans ce cas des bases militaires américaines au Kazakhstan, enfin un peu partout autour de la Chine? Youssef Indy? Ouais, justement pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai qu'on observe que le couple russo-chinois avance vraiment comme un binôme et avec une division du travail. C'est-à-dire qu'on voit depuis un certain nombre d'années, disons que la Russie jouerait le rôle de l'épée et la Chine jouerait le rôle du bouclier. Et en fait, plus la Russie avance, c'est-à-dire en Ukraine contre l'OTAN, et plus on voit la Chine sortir de sa position timide. C'est-à-dire que plus la Russie avance et plus la Chine ose sortir de sa réserve. Et c'est pas les mêmes cultures. C'est-à-dire que la Russie a une culture de la guerre, une culture militaire plus approfondie et une capacité disons de la guerre combat. moderne, plus approfondie. Oui, mais je vois Laurent qui la pense Chine. très fort à Sun Tzu. Je l'ai entendu tellement il le Oui, pensait fort. oui, mais Sun Tzu aujourd'hui, c'est un livre qui est étudié, mais pas vraiment mis en pratique là militairement
par la Chine. Et on voit bien que la Chine, en Asie-Pacifique, avec Taïwan et avec la base à Djibouti, se prépare à une éventuelle confrontation militaire, mais on sent qu'elle ne le veut absolument pas. Autre aspect, c'est que, par exemple, dans la guerre russo-otanienne en Ukraine, alors j'ai vu un certain nombre d'articles, mais surtout qui viennent de la sphère anglo-saxonne bien renseignée, on a appris que les Chinois auraient fourni des missiles à la Russie. Est-ce que la Russie en avait véritablement besoin? Mais en tout cas, c'est un geste fort, important, et sur le plan économique et financier. C'est-à-dire que quand la Russie a été frappée par les sanctions, la Chine avait déjà préparé en amont avec les Russes des moyens de transfert alternatifs au SWIFT, mais très rapidement, on a vu la Chine embrayer et soutenir la Russie et avancer dans l'alternative au SWIFT, dans l'alternative au dollar, les accords passés notamment avec l'Arabie Saoudite. Alors certes, c'est pas une confrontation militaire contre les États-Unis, mais c'est une confrontation économique et monétaire qui est au moins aussi violente que se prendre des missiles sur la figure. Et d'ailleurs, la Chine, ça fait des années qu'elle prépare cela, puisque j'ai pu lire des déclarations de l'ancien chef de la banque centrale chinoise, enfin un des cadres de la banque centrale chinoise, et aussi de l'entité qui gère l'or chinois, en disant que nous devons nous préparer à créer ce qu'ils appellent une monnaie super souveraine, c'est-à-dire sortir de l'hégémonie du dollar qui est utilisé comme une arme de sanction économique pour punir les ennemis des États-Unis. Et ceci est intolérable et nous devons déjà préparer cela. Et ça, c'était déjà il y a plus d'une dizaine d'années. En fait, même dès le lendemain de la crise de 2008. Donc on voit bien que la Chine et la Russie forment un couple, un duo avec, comme je le disais, une répartition des tâches bien définie. Il y a peut-être un désaccord, je vais développer plus tard, je cède la parole à Laurent, je vais rebondir après. Non mais vas-y Laurent, je t'en prie, pour ne pas perdre le fil. Non, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Youssef, c'est qu'en fait, l'art de la guerre, si on devait lui mettre un sous-titre, c'est l'art de gagner la guerre avant qu'elle soit déclarée. Et en fait, c'est ça vraiment ce que est en train de faire la Chine, justement par ce jeu d'alliance qui n'est pas exactement une alliance, c'est des partenariats stratégiques, parce que justement la Chine veut s'interdire cette logique d'alliance qui est très occidentale, qui finalement force à aller au conflit quand c'est pas dans nos intérêts. Mais on va dire que dans ce jeu de partenariat stratégique qu'elle a avec la Russie, mais aussi avec l'Iran, et qu'elle essaie de développer avec certains pays européens, comme la France, même si c'est plus difficile avec la France, mais elle essaie toujours d'avoir des relations différentes avec chaque État, justement pour pouvoir on va dire louvoyer et ne pas être forcé dans une position on va dire manichéenne. C'est-à-dire elle peut faire entre guillemets la guerre à l'hégémon anglo-américain sans que ça devienne militaire. Là, on a vu, il y a la semaine dernière, la Chine a vendu le plus grand stock de bons du trésor américain de toute son histoire. Elle a vendu, je crois, l'équivalent de 10% de ce qu'elle détenait, ce qui a fait chuter les bons du trésor, la valeur du trésor américain. En même temps, il y a la Belgique, qui est bizarrement le deuxième ou troisième pays qui détient le plus de bons du trésor américain, qui en a vendu autant le même jour, ce qui pousse beaucoup de gens à dire qu'en fait, la Belgique est utilisée par la Chine comme en fait façade, comme en fait, on va dire un tampon supplémentaire pour pouvoir faire pression sur les États-Unis en disant mais attention si la Belgique vend, ça veut dire que la Chine va vendre juste derrière. Voilà. C'est très subtil et c'est là, je dirais qu'en fait, la Chine va prendre ses responsabilités, elle prend ses responsabilités internationales en rapport avec son poids économique maintenant, mais ce ne sera pas fait de la même façon que le ferait un pays occidental ou un pays non asiatique. Bah, elle a les moyens, voilà. Elle a beaucoup de leviers dans les mains. Il n'y a pas besoin de créer des bases. On voit, il y a certains médias occidentaux assez médisants qui disent que la Chine est en train de créer secrètement des bases militaires
au Kyrgyzstan, au Tadjikistan, c'est faux. Et la Chine n'a pas besoin et c'est en fait, c'est surtout l'erreur qu'elle ne veut pas faire. Les États-Unis ont 800 bases dans le monde, la Chine ne va pas en créer autant. Les États-Unis ont 3000 ogives nucléaires, la Chine ne va pas en développer 3000. Elle veut surtout pas suivre ce chemin-là parce que ça serait en fait, ça demanderait au monde entier en fait de se débarrasser d'un maître pour aller sous le Et joug c'est le d'un autre. piège dans lequel est tombée l'Union soviétique de la course à l'armement et qui a fini par le ruiner, parce que de fait, ils ne pouvaient pas Et la, rivaliser. et la Chine a très bien analysé. La Chine a très bien analysé les raisons, de la chute, de l'Union Là, c'est là où soviétique. on retrouve toute la culture stratégique chinoise plurimillénaire, celle de la très très longue durée. Alors, par rapport au couple russo-chinois, personnellement, alors je peux me tromper, je pars de l'idée que ce couple est davantage subi par la Russie que voulu. Que la Russie n'a d'autre choix que de jouer ce rôle-là, alors qu'elle aurait aimé éviter toute confrontation avec l'Occident. En tout cas, je parle des dirigeants de la Russie actuelle. Parce que, en attendant, alors c'est joli cette complémentarité, mais c'est des soldats russes qui meurent en Ukraine et qui se comptent par dizaines de milliers. Alors, on parle de 50 000 à 70 000, c'est quand même pas rien. Et que la Chine, il n'y a pas de Chinois qui meurent. Et autre chose, c'est que il y a un début de divergence dans l'agenda russe et l'agenda chinois sur le moyen et long terme, parce qu'avant le conflit en Ukraine, l'agenda des deux était aligné, c'est-à-dire c'était de réagencer, de réformer en profondeur l'ordre mondial de telle manière à le rendre multipolaire. Et donc ça passait également par les institutions internationales, soit en créant des institutions alternatives au FMI, à la Banque mondiale à travers les BRICS, soit en proposant de réformer l'ONU, de réformer l'existant. Or, avec la guerre en Ukraine, la Russie a connu malgré elle un changement brutal dans son agenda où désormais, il n'est plus question de réformer quoi que ce soit. Parce que la Russie a été éjectée de toutes ces structures qu'elle voulait réformer avec la Chine. Et donc, la Russie est de fait dans une logique aujourd'hui de table rase où il s'agit de fonder un ordre nouveau sur les ruines de l'ordre actuel. Et donc, on l'a amené à une forme de jusqu'au-boutisme dans lequel la Chine ne s'inscrit pas. La Chine est toujours dans la même volonté de réformer, elle détient des bons du trésor, donc elle n'a pas forcément intérêt à un effondrement du dollar, sinon on se retrouverait avec des coquilles vides. Donc elle peut utiliser les bons du trésor pour mettre la pression sur Washington, mais la Chine n'a pas intérêt à un effondrement de l'économie américaine. Elle n'a pas intérêt à un effondrement de l'économie mondiale, à une nouvelle crise de 2007 ou plus grande. Donc elle a intérêt plutôt à stabiliser la chose, à instaurer la paix. Et donc la guerre en Ukraine, elle soutient la Russie indirectement. Là encore, malgré elle, c'est également subi du côté chinois. Mais la Chine aurait aimé qu'il n'y aurait pas de guerre en Ukraine, que la Russie ne soit pas intervenue militairement. Et donc, à un certain moment, ça deviendra tout simplement intenable. C'est-à-dire, plus la Russie se défendra comme elle doit le faire, plus la Chine aura des difficultés à suivre la Russie dans sa dynamique de défense de sa propre souveraineté. Et donc, à terme, je ne sais pas comment ça va se développer. Est-ce que la Chine va définitivement sortir de sa timidité ou de son approche indirecte stratégique de long terme pour rejoindre la Russie dans un front commun direct et frontal, ou bien il y aura une rupture à terme entre les deux, parce que les agendas sont intenables. Oui, Youssef ? Juste pour te répondre là-dessus, en fait, ça dépend des États-Unis. Ça dépend de l'attitude américaine vis-à-vis de la Chine. Et la stratégie la plus intelligente de ces dernières années, qui a été élaborée du côté américain pour éviter à la fois une confrontation contre la Russie, bah c'est raté, et une confrontation contre la Chine, c'est Zbigniew Brzezinski qui l'avait formulé en 2016. Et il est mort en 2017, je crois. Et qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, bon, ce que j'ai écrit dans le Grand Échiquier en 97, c'est bien joli, mais c'est plus possible. Nous sommes toujours une grande puissance, mais nous ne sommes plus l'unique grande puissance mondiale. C'est terminé. Donc, je résume ce qu'il dit. Donc, c'est dans un article qu'il a publié je crois, dans Foreign Affairs en avril 2016, et qui s'appelle Toward a Global Realignment, vers un réalignement global. Tout est dans le titre. Donc, il dit, bon, on va arrêter les frais, on n'a plus les moyens de dominer le monde, on va négocier avec la Russie et avec la Chine. La Russie, on va la laisser continuer à tisser des liens avec l'Europe de l'Ouest, et on va privilégier une relation avec la Chine
une relation notamment économique, commerciale, et on va laisser la Chine développer ses relations, notamment avec les pays musulmans d'Asie centrale, etc. Et il dit, et nous devons découpler donc les Russes et les Chinois et activer activer des tensions, notamment sur les questions territoriales. Et c'était en fait la stratégie, la vision la plus intelligente pour les intérêts des États-Unis. Ça, on est Or, d'accord, mais même Kissinger a été très sage, voilà, par rapport ouais, au conflit, mais la mais réalité, c'est ceux qui prennent la décision. voilà. Donc, ce qui a été fait, il y a eu la phase Trump qui est entrée en confrontation avec la Chine, mais pour des raisons économiques, logique protectionniste, etc., et qui a voulu, lui, président des États-Unis, apaiser les tensions avec la Russie. Mais même durant son mandat, je veux dire, durant son mandat, il y a eu plus de sanctions contre la Russie que durant le mandat d'Obama, en fait. Et en réalité, on voit que l'État profond américain, qui est dans une sorte d'hubris, euh, même autodestructrice, veut une confrontation à la fois contre la Russie et contre la Chine. C'est-à-dire qu'ils ont continué à mettre des sanctions contre la Russie. Ils ont, à partir de 2021, je l'ai déjà dit plusieurs fois, notamment chez toi, Rachid, ils ont retiré des troupes déjà d'Afghanistan, puis d'Arabie Saoudite, d'Irak, de Syrie, pour renforcer leur présence en Asie-Pacifique et pour préparer la guerre en Ukraine. Donc il y a véritablement une volonté d'affronter les deux de façon différente, mais d'affronter les deux. Ce qui fait que ça ne laissera pas d'autres, là j'en viens en fait à ma réponse, ça ne laissera pas d'autres solutions aux Chinois que de suivre d'une certaine façon la Russie dans la confrontation, parce qu'en fait, c'est les Américains qui ne laissent pas le choix aux Chinois, qui allument des feux dans le Myanmar, qui multiplient les provocations à Taïwan, qui renforcent leur présence en Asie-Pacifique, qui foutent la pagaille avec Israël dans le Proche-Orient. Et en fait, tu disais effectivement que les Russes ont contraint les Chinois à les suivre, notamment en Ukraine. Je pense que les Chinois sont contraints que les Russes n'avaient pas le choix, et parce qu'ils constatent que eux-mêmes sont, contenus par les Américains et qu'ils ne leur laissent pas le choix. Mais de toute façon, il est clair, compte tenu des tempéraments différents et des cultures différentes. Les Chinois ont compris qu'ils étaient le dernier domino à abattre pour l'hégémon anglo-américain. Et là, tu disais pour l'instant, c'est que des soldats russes qui meurent. Ouais. Oui, mais il y en aura bien plus qui mourraient si c'était un conflit. On se rappelle des morts en Corée dans les années 50. On se rappelle de ça. C'était on va dire des victimes, un nombre de victimes bien supérieur à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Alors bon, c'est toujours à déplorer. Mais les Chinois, c'est pas le nombre de pertes humaines qui leur fait peur. Ça, on le voit dans tout. Oui, non, mais même, Mais ça, j'imagine, avec 1,5 milliard d'habitants, ils ont de la marge. Ils réfléchissent pas comme ça. Ils se disent pas, on est 1,4 milliard, on oui. pourrait en perdre 800 millions et ça serait encore bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont pas peur d'aller, ils ont pas peur d'aller au conflit. Pour l'instant, c'est pas leur tour, mais ils savent très bien que leur tour va venir. Mais ce que je veux dire, c'est que les Chinois savent qu'ils sont le dernier domino à abattre, et donc effectivement, ils n'ont pas le choix que d'assister la Russie pour l'instant dans sa résistance. Alors, ce sera pas une assistance militaire avec des troupes au sol, mais c'est une assistance logistique. Alors, pas d'armes offensives, des choses comme ça. On peut toujours danser d'un pied sur l'autre, mais on veut dire l'assistance, elle est réellement là. Et le discours a quand même évolué depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine, où au départ la Chine ne disait rien et faisait bien attention à ne pas envoyer de matériel militaire quel qu'il soit. Et puis, un an plus tard, il y a son ministre de la Défense, le nouveau ministre de la Défense, qui dit à Shoigu, on vous aidera jusqu'au bout sur cette question-là. C'est vrai qu'il y a eu un changement. C'est vrai qu'il y a eu un changement. Parce qu'ils savent, ils le voient de plus en plus. Effectivement, l'hégémon danse d'un pied sur l'autre. Un coup, il met la pression sur la Russie, un coup, il met la pression sur la Chine. Et ça fait 30 ans que ça dure. Donc, en fait, c'est l'erreur. Et là, tu parlais de Brzezinski. Dans le Grand Échiquier, il avait dit que la chose qu'il fallait absolument éviter, c'est une alliance russe, Chine et Iran. Bon, ben, on voit qu'en dansant d'un pied sur l'autre, les néoconservateurs, finalement, se sont tirés dans le pied parce qu'il s'est passé exactement ça. C'était leur plus grand cauchemar. C'est que ces trois pays enfin, surtout la Russie et la Chine,
qui se regardaient un peu en chien de faïence depuis très longtemps, ont fini maintenant par avoir ce qu'ils appellent un partenariat qui dépasse toutes leurs espérances et qui dépasse tous les partenariats qu'ils ont eu dans leur histoire. Et puis, il y a l'ambassadeur chinois à Paris qui avait même dit que l'Ukraine n'existe pas juridiquement. Je veux dire que l'adhésion de l'Ukraine à l'ONU n'a jamais été formalisée. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas faite selon les règles du droit international et donc elle n'existe pas. Donc la Russie mène une opération sur un territoire et pas en Ukraine en tant qu'État reconnu par l'ONU, etc. Et ça avait choqué tous les médias. Ah bah oui, c'est pas... Il y a un aspect que j'ai oublié d'aborder au début, c'est l'aspect civilisationnel. Chez Huntington, mais chez aussi le secrétaire d'État américain dans les années 90, en 93, parlait du danger de l'alliance entre la civilisation confucéenne et islamique. Et bon, ça peut être caricatural, c'est vrai que c'est caricatural, mais ça donne lieu à une stratégie américaine qui va dans le sens justement de la mésalliance entre la Chine confucéenne, néo-confucéenne et musulmane. Je l'ai dit au Myanmar, c'est-à-dire activer des tensions entre bouddhistes et musulmans, et ils ont réussi. C'est briser l'ASEAN, parce que comme je l'ai dit, dans les membres de l'ASEAN, il y a des pays musulmans importants comme la Malaisie et l'Indonésie. C'est la question ouïghour manipulée. Alors moi, je suis pas un spécialiste de la question ouïghour, mais quand je t'écoute, Laurent, et que je lis et que je vois les acteurs de cette question ouïghour, on retrouve Soros qui participe à la guerre civile au Myanmar, et on le retrouve aussi sur la question ouïghour, on retrouve les Glucksmann, nos conservateurs américains, etc. C'est nos amis du service public libre qui ont fait une enquête très approfondie, et ils ont fait une émission en 2 parties de plus de 5 heures, extrêmement bien documentée pour mettre tout ça en évidence. Alors, peut-être qu'il y a des problèmes avec les Ouïghours et en Chine, mais ce qui est certain, c'est que cette question ouïghour est montée en épingle par les néoconservateurs, par les Américains, de façon totalement disproportionnée pour activer en fait pour concrétiser cette stratégie qui résulte de la vision d'Huntington, c'est-à-dire empêcher l'alliance des confucéens et des musulmans en créant des tensions entre les bouddhistes, entre les Chinois et les musulmans en Chine et dans la périphérie chinoise. Non, mais c'est bien que tu l'évoques. Ça, c'est vraiment important, je pense. Tout à fait. Et ça permet de revenir à la question du monde arabe, arabo-musulman et de la Chine. C'est vrai qu'il y a une manipulation, qu'il y a un soft power américain et israélien qui a réussi à convaincre les populations arabes et les foules arabes que la Chine est un ennemi de l'islam. Pareil pour la Russie, qui est présentée comme un ennemi de l'islam, qui tue les Syriens, qui a tué les Tchétchènes, etc. Et malheureusement, ça a marché. Et en plus, ça a marché parce que ça a été fondé sur un stéréotype, ou peut-être pas un stéréotype, mais sur une opinion des foules arabes, selon laquelle la Chine, étant communiste, elle est donc athée, et étant athée, elle est anti-religieuse. Donc aujourd'hui, pour l'arabe lambda, même si on sait très bien que dans le monde arabe, l'opinion publique des foules ne pèse pas beaucoup dans la balance, mais quand même, pour un arabe lambda, la Chine, voilà, c'est un pays athée qui mange des chiens et qui tue des musulmans. De l'autre côté, la Chine n'arrive toujours pas à déployer une contre-propagande. Il y a très peu d'instituts culturels chinois dans le monde arabe. Il y en a un au Maroc et encore, quoique. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de chaîne chinoise en arabe, un peu comme Russia Today en arabe, un peu, etc. Donc, à un certain moment, la Chine devra investir le champ de la guerre informationnelle et de la guerre cognitive. Laurent? Je pense que la question du soft power chinois, c'est quelque chose dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Je pense que la Chine... pendant quelques années, s'est laissé aller à ça, en se disant il nous faut du soft power à nous aussi. La chute de l'URSS, c'est parce qu'ils n'avaient pas leur Hollywood à eux. Et je pense qu'après un certain nombre d'années à avoir essayé justement par les instituts Confucius et puis la diplomatie culturelle chinoise, ils se sont rendus compte que de toute façon la propagande atlantiste, anti-chinoise était une machine. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a dit, c'est impossible à battre. Tous les médias internationaux sont anglo-américains. Et on ne peut pas, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran ne peuvent recréer ça.
de façon à pouvoir concurrencer. Donc je pense que de toute façon, la Chine et probablement la Russie ont réalisé que le soft power, de toute façon, c'était basé sur des médias, sur du cinéma, et que, par définition, tout ce qui est cinéma, c'est faux. Et on finit par s'en rendre compte un jour ou l'autre. Le cinéma hollywoodien, je pense qu'il est en période de déclin. Il ne fait plus son travail de propagande vis-à-vis du monde. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense qu'il y a un autre style de propagande qui est en train de se développer depuis les États-Unis, qui n'a plus rien à voir avec le cinéma, mais ça c'est un sujet complètement différent. Mais la Chine n'a pas envie de répliquer ça. Je pense que la Chine est vraiment... c'est d'ailleurs ce qu'a fait Xi Jinping récemment. Ça fait déjà un an maintenant. Il y a eu une annulation l'annulation des visas, de la nécessité de demander un visa pour visiter la Chine. Et en fait, il a dit... pour qui? Alors, ça a commencé par 5 pays européens de l'Union européenne et la Malaisie. Très intéressant, la Malaisie là-dedans. Et puis, ça s'est développé. Maintenant, il y a 12 pays européens. Il y a un pays sud-américain, je crois que c'est l'Argentine, je suis pas sûr, ou le Brésil. Et maintenant, c'est plus 1 an, mais c'est pendant 2 ans. Okay. Et en fait, c'est les échanges de personnes. Ils ont dit, au lieu de regarder la télévision, de lire les journaux et de les écouter, on va dire diffamer la Chine, venez vous rendre compte par vous-même de ce que c'est. Et il n'y a plus besoin de visa, ni pour le tourisme, ni pour les affaires. Donc, il y a un nombre très important de gens qui sont venus du monde entier, et on voit beaucoup sur TikTok, on voit sur YouTube, des choses comme ça, des étrangers, des familles entières qui vont en Chine et qui se prennent en vidéo en disant on est arrivé dans telle ville et on est étonné, et c'est développé, les gens sont sympas, on mange bien. Il y a des gens qui vont au Xinjiang, qui font des reportages en disant mais il se passe pas ce qu'on nous a raconté. Et en fait, c'est ça, la tentative de soft power, ça va être, écoutez, on va pas faire de soft power. Parce que par définition, le soft power, c'est une autre propagande. Donc on va pas faire, venez vous rendre compte par vous-même. Et ça, je pense que c'est également ce qui est en train de se passer en Russie, où on voit qu'il y a en fait une simplification du processus de demande de visa pour la Russie. Et en fait, l'idée, c'est au plus on va nous diaboliser à l'étranger, au plus il y a des gens qui vont finir par se poser la question, mais en fait, est-ce que ça serait pas plus simple d'y aller moi-même? Et il y a qu'à regarder les commentaires des gens qui viennent en Chine, c'est dithyrambique. Enfin, les gens tombent des nues, ils disent, mais je m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'ai rencontré personnellement des gens qui sont venus en Chine, qui m'ont dit, je suis fan du Japon depuis 30 ans. Pour moi, la Chine, c'était communiste. Je voulais rien y faire. Je voulais rien avoir à faire avec la Chine. Et qui, par le boulot, sont arrivés en Chine. Ils m'ont dit, mais je suis tombé de ma chaise. Et c'est ça, je pense, que la Chine a compris, c'est que c'est pas la peine de multiplier les instituts Confucius, parce qu'on a vu que les États européens, les États-Unis enferment à tour de bras sur des accusations d'espionnage, Alors, ce qui, en plus de ça, est encore une inversion accusatoire, parce qu'on sait que les alliances françaises, les Goethe Institute, les British Council, c'est aussi des nids d'espions. Donc, en fait, c'est une inversion accusatoire. Mais voilà, je pense que la Chine s'est dit, on va pas faire comme ça. On va continuer à avancer économiquement, on va continuer à avancer culturellement, mais ça va être chez nous et c'est les gens qui vont venir chez nous. Et c'est ce qu'a toujours fait la Chine, en fait. La Chine n'a jamais été une puissance expansionniste, ni culturelle, ni même commerciale, et encore moins militaire. C'est toujours les gens qui sont venus à elle. Alors, il n'y aura pas de retour de la Chine on va dire, à l'empire du milieu qui est fermé au reste du monde et qui ne considère les relations avec les autres que des relations avec des vassaux. Mais je veux dire, la Chine maintenant a cette puissance de feu, je veux dire, économique et culturelle, et en fait, elle se rend attractive. Elle n'a pas besoin d'aller faire de la publicité à l'extérieur. C'est vraiment la vente assise, quoi. C'est pas la vente debout, on va chercher le chaland. Voilà. D'accord. Youssef, par rapport à la question du soft power et de l'absence de la Chine, notamment au niveau médiatique, un peu à l'image de la Russie qui avait développé Russia Today, Sputnik, en arabe, en anglais, en espagnol, enfin dans les principales langues. Et on voit que ça peut être éteint avec un bouton. Oui, ça c'est vrai, mais quand même il y a eu une période de plusieurs années où ces chaînes ont quand même touché beaucoup de gens. Et qu'aujourd'hui, il y a des gens, même s'ils sont débranchés médiatiquement ces chaînes-là, il y a des gens qui vont les chercher sur Internet. Alors oui, c'est pas aussi efficace que la machine de guerre américaine, mais quand même, ça a permis de toucher beaucoup de gens. Youssef, tu en penses quoi? Tu es sceptique comme Laurent par rapport à cette démarche ou... Youssef, est-ce que tu peux activer le micro? Oui, pardon. Oui, je suis pas sceptique parce que effectivement, on a vu ce qui s'est passé avec Russia Today.
Mais Russia Today n'a été interdite que à partir du moment où il y a eu véritablement une confrontation militaire directe. Donc si la Chine crée son média en plusieurs langues, je pense que au moins, ça permettrait d'établir un dialogue, parce qu'avec Russia Today, un des avantages, c'est que il y a eu des dialogues entre des intellectuels occidentaux de tous les pays et chinois. Il y a eu un dialogue, alors que par exemple avec la Chine, il y en a pas. C'est-à-dire que je vois pas autour de moi des dialogues, des échanges intellectuels. On les Il y en connaît a pas pas. Il y a quasiment. aucun intellectuel chinois qu'on connaisse malheureusement, alors qu'il y en a Voilà. beaucoup. Et Enfin, j'en doute pas. ça aurait au moins cet avantage-là, des émissions où on pourrait discuter, débattre, établir nos accords, nos désaccords, notamment sur la question, par exemple, la question ouïghour. Je veux dire, Oui. pour savoir, pour avoir des éléments sur cette question-là, je veux dire, on est obligé d'aller creuser, comme j'ai dit, toi ou le service public libre qui va faire le travail, qui est un travail fastidieux et Onéreux difficile. également. Et oui, ça Et permettrait la Chine d'avoir des l'a fait. discussions et des échanges sur des tas de sujets. CGTN, la chaîne d'information chinoise internationale, a sorti un Mhm. petit documentaire en 2 parties sur ce qui s'est passé au Xinjiang. Et cette vidéo, dès qu'elle est mise sur YouTube, disparaît systématiquement. Elle est enlevée quelques heures après être remise en ligne. Alors il faut aller sur le site de CGTN pour la voir. Et effectivement, c'est très peu connu. Il n'y a personne qui sait que ça existe en Voilà. français. Voilà. Bon, Donc il faut vraiment un investir, parce que ces GTN, bon, j'en connais l'existence, mais très peu de gens connaissent, et il faudrait vraiment un investissement pour au moins, je l'ai dit, au moins avoir une fenêtre, c'est-à-dire une fenêtre qui permette aux Chinois de voir l'Occident. Bon, je pense qu'ils le voient suffisamment, mais surtout aux Occidentaux d'avoir une fenêtre sur la Chine. Non, mais tu as et raison, j'ai parce que la chaîne en question, enfin, la subtilité de Russia Today, c'est qu'elle a réussi, tout en ayant des financements de l'État russe, comment dire, à fonder une chaîne qui a les apparences d'une chaîne privée. Donc d'une chaîne cool, décontractée, qui invite des Français avec des opinions différentes, qui invite même des gens opposés à la Russie venir débattre, on l'a vu avec Tadei, etc. Par contre, quand on voit la chaîne chinoise, on dirait une chaîne publique. C'est-à-dire les gens sont coincés, ils bougent pas. Il n'y a pas ce côté décontracté qui touche les gens. Ce côté cool, ce côté moderne, postmoderne, avec les génériques, avec etc. Donc peut-être que la Chine doit également intégrer ces codes qui parlent aux Occidentaux pour mieux les toucher. Oui, Mais d'autant moi, je plus que, sais, d'autant plus que. de par mon Ouais. emploi précédent, c'est une question Non, vas-y, que je vas-y. connais un petit Non, peu vas-y. parce que Non, non, je j'ai travaillais dit dans la deux. diplomatie culturelle et audiovisuelle française à une certaine époque. Et justement, l'installation du bureau de CGTN en Europe était un des dossiers sur lesquels on avait travaillé. Et il est intéressant de voir que la France, qui se déclare toujours être un grand ami idéologique de la Chine, en fait, on avait une position qui était beaucoup moins intéressante que les Allemands et les Anglais. Et je crois que le bureau Europe a fini par ouvrir en Angleterre, alors que c'est vraiment pas l'endroit où il faut pour la Chine se positionner. Mm. C'est pas là qu'elle trouvera le plus d'amis, en, en Europe. Et c'est pareil sur les questions d'habillage de la chaîne et choses comme ça. C'était quelque chose que la France se targuait de faire dans tous les pays en développement, de proposer justement à ce que des chaînes un petit peu austères euh, des chaînes publiques un peu austères puissent être un petit peu plus sexy. Et la Chine n'a jamais pris cette offre sérieusement parce que ça n'était pas que de l'habillage, on va dire, de chaîne qui était proposé, mais il y avait aussi des recommandations éditoriales, quel type de sujet à traiter, et on voyait que systématiquement c'était des sujets sociétaux qu'on conseillait. Ça serait bien de mettre du sociétal pour attirer le chaland. Et la Chine, très rapidement, a dit stop, c'est pas du tout le genre de collaboration que j'envisage. Donc voilà. Ouais. D'accord. Youssef, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais dire simplement, quand on voit le cinéma chinois, on voit bien que les Chinois maîtrisent parfaitement les Ah oui. codes et sont capables de produire des films. Enfin, je veux dire, moi, toute mon enfance et mon Jackie adolescence, Chan. non, pas seulement Jackie Chan, mais même, je regardais même des films
chinois qui étaient même pas traduits en français, des films de Jet Li quand il était gamin, enfin je veux dire, Ouais. ou les films de John Woo, enfin je veux dire avec Chow Yun-fat, etc. Enfin je veux dire, on a passé notre enfance et notre adolescence à regarder ces films-là. Et un peu moins ces dernières années, j'ai l'impression qu'en termes de production, c'était surtout le cinéma de Hong Kong en fait. Hein. Bah voilà, Surtout c'est le ça ce cinéma que de Hong Kong. j'allais ajouter, c'est la Mmh, fenêtre mmh, de la Chine sur l'Occident qui a permis ça. ouais. Parce que Hong Kong, quand même, échappait peut-être à la rigidité bureaucratique de la Chine continentale, qui lui a offert un espace de créativité, lui permettant de prendre un certain degré de liberté. Ce qui fait que la Chine continentale doit peut-être apprendre à sous-traiter quelques éléments de sa communication et de sa propagande à ces composantes qui connaissent les codes, notamment peut-être des agences hongkongaises qui pourraient s'en charger plutôt que de diriger par Pékin, qui n'a pas ces codes-là et qui Mais n'a pas là cette encore, je pense qu'il souplesse-là. n'y a pas cette Laurent? volonté de vouloir convaincre à l'étranger. On le voit dans les goûts du public chinois, par exemple. Pendant des décennies, il y avait une vingtaine de films étrangers qui pouvaient rentrer en Chine, et c'était systématiquement les films américains qui prenaient qui ramassaient le jackpot, on va dire, en termes d'audience. Et là, ça fait 5 ou 6 ans que dans le top 10 des films les plus vus en Chine, il y a un film américain. Tout le reste, c'est des films chinois. Que les films, même le public chinois ne regarde plus Hollywood avec la même fascination qu'il y a 10 ou 15 ans. Et donc, à partir de là, la Chine se dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire des films pour les Occidentaux maintenant? J'ai pas besoin. Mon public se satisfait de films chinois. Si les pays occidentaux ne veulent pas de mes films, qui font des box-office phénoménaux en termes de recettes, c'est du jamais vu en Occident. Si l'Occident n'en veut pas, mais moi j'y peux rien. Et là encore, c'est comme on disait aussi bien d'un point de vue géopolitique, culturel, ça dépend en fait de l'Occident. C'est l'Occident qui en fait ne fait pas venir des films chinois. On les faisait venir à une époque où la Chine était pauvre, où il y avait Jean Yimou qui nous montrait la Chine arriérée avec des concubines. Et alors là, oui, là on faisait venir parce que ça alimentait notre imaginaire paternaliste, colonialiste de la Chine arriérée. Ils sont tous polygames et voilà bon. Alors que maintenant que c'est des films Bah qui là, on montrent une revient Chine qui finalement réussit, toujours au ça point de n'intéresse plus départ, personne. c'est-à-dire le tempérament des peuples, qu'on ne peut pas changer et qu'on ne doit pas juger. C'est-à-dire on exige de la Chine de se comporter comme la Russie, et c'est pas possible. Et on reproche à la Russie de ne pas se comporter comme la Chine, c'est pas possible non plus. Et donc voilà, il y a des réalités concrètes. La Chine est une culture ethnocentrée qui ne rêve pas de devenir le nouveau hégémon, qui cherche tout simplement à avoir un monde multipolaire où l'on respecte la souveraineté de chacun. La Russie adhère à ce logiciel-là, mais elle a également un logiciel universaliste, grâce à la chrétienté orthodoxe, etc., qui fait qu'elle veut convaincre les autres, contrairement à la Chine, qui dit aux autres, si vous voulez être convaincus, bah, venez voir par vous-même. Et donc, on a cette richesse culturelle et civilisationnelle qui alimente la richesse de la géopolitique contemporaine. Alors, un dernier mot, peut-être, Yusfini, parce qu'on a déjà atteint 1 heure. Yusfini, Oui, Laurent. oui, bah pour le cinéma, on voit bien que même quand les films chinois ou hongkongais ne s'exportent pas, eh bien ils sont repris. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un grand film chinois en plusieurs parties qui s'appelle Infernal Affairs, qui a été repris par Scorsese, qui en a fait Les Infiltrés. Et je recommande à tout le monde de regarder ce film qui est génial. Ou alors, ils importent des chorégraphes de kung-fu de Chine pour faire les chorégraphies de films. Bah, même des acteurs, Même Jet des Li acteurs. est allé aux États-Unis, Bruce Lee, enfin le premier qui a ouvert la Donnie voie, il y en Yen, a plein. Donnie Yen Yen, oui, maintenant, tout à fait. qui a maintenant un certain âge, mais qui est d'abord une grande star en Chine et à Hong Kong, qui a fait plein de films hongkongais et qui a participé à des films aux États-Unis. Ouais, tout à fait. Laurent? Exact. Non, moi, il y a un point que je voulais souligner sur la question palestinienne, puisque en fait, j'expliquais que dès 1955, en fait, la Chine avait commencé à en parler. Et en fait, l'importance, pourquoi est-ce que c'est important pour la Chine, la question palestinienne, c'est parce que en fait, la Chine se retrouve en fait dans cette lutte C'est palestinienne. très important, ça. Et là, je vais faire un parallèle qui Je voyais est pas du tout avant. voilà, qui est un peu osé, mais il faut vraiment avoir l'histoire de Chine en tête pour voir qu'en fait, il y a une corrélation vraiment très forte entre les deux. C'est que la Chine communiste est sortie d'un double combat. Il y a un combat contre les Japonais qui ont envahi pas juste la Chine, mais l'Asie, mais en 1930.
Donc là, on se retrouve avec le parallèle en Palestine, avec une puissance étrangère qui subjugue en fait un territoire, qui met des gens en camp de concentration, parce que c'était la même chose en Chine. Hein. Les gens étaient déplacés de villes dans des endroits où ils ne pouvaient même pas faire pousser du blé ou du riz. Donc il y a vraiment eu des camps de concentration avec des famines et des choses comme ça. Donc là, on retrouve le parallèle en fait de la subjugation par une force extérieure, et en même temps, la Chine s'est battue contre le Kuomintang. Et le Kuomintang était un parti, le parti soi-disant nationaliste chinois. Là aussi, on pourrait faire une autre émission sur le terme nationaliste chinois, alors que c'était des traîtres à la nation. Enfin, c'est pas très grave, mais c'est des gens qui se sont battus qu'en fait, c'était le parti qui représentait une caste comprador corrompus. Il faut savoir que les soldats du Kuomintang, qui étaient épaulés et armés par les États-Unis, revendaient sous le manteau leurs armes et leurs munitions aux forces communistes qui combattaient. On arrivait à des choses comme ça. Et ça, c'est quoi? C'est le Fatah. C'est-à-dire qu'en fait, la Palestine a ce même problème d'une caste comprador, ou en tout cas une caste qui n'est pas qui ne joue pas le jeu qu'elle devrait jouer, et en même temps une puissance étrangère. Et ça explique le fait qu'en Chine, il y a une énorme méfiance vis-à-vis du Fatah. Parce que le Fatah est clairement identifié en Chine comme étant corrompu, comme étant inefficace, puisqu'ils sont même pas capables alors que la tension est sur Gaza, ils sont même pas capables de sécuriser le territoire en Cisjordanie. Une relation avec Israël qui est un peu trouble, on va dire, pour employer un euphémisme. Et c'est pour ça que la Chine a fait venir aussi bien le Fatah et le Hamas ensemble, à Pékin, en avril dernier. Il y aura une deuxième réunion au mois de juin, à la mi-juin, parce que c'est l'importance pour la Chine. Elle est en train d'inculquer en fait. Donc elle veut un interlocuteur le fiable en fait. Du côté palestinien, qui réellement fiable. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas parler d'une solution à deux États s'il n'y a pas d'État qui soit viable avec deux entités qui se battent. Or, comme je disais tout à l'heure, la lutte donc la armée résistance est palestinienne, fondamentale par pour la exemple le Chine Hamas communiste. et d'autres, ça ne choque pas la Chine. Pour elle, c'est tout à fait Voilà, mais c'est pour naturel ça que. c'est le Hamas. Voilà. Et la Chine l'a dit d'un point de vue légal aux Nations Unies, elle n'a jamais condamné le Hamas parce qu'elle a utilisé la résolution 3070 qui date de 1973, qui donne le droit, qui dit que c'est tout à fait légitime pour un peuple qui est subjugué par une force étrangère de lutter par tous les moyens, y compris militaires, contre sa subjugation. Donc à partir de là, la Chine dit on ne condamne pas le Hamas parce que le Hamas est tout à fait légitime dans son combat. Mais l'important, c'est que le Hamas a besoin d'être modéré, entre guillemets, et le Fatah a besoin d'être, on va dire, légitimé. Et émancipé un peu. Émancipé, voilà, légitime. Et c'est pour ça qu'en fait, la Chine, qui est dans une... Parce que tout le monde dit, oui, mais la Chine parle toujours d'une solution à deux États, les frontières de 67, la capitale à Jérusalem-Est, elle dit toujours ça parce que c'est infaisable. Mais ça, c'est très injuste de dire qu'elle prône quelque chose qu'elle sait qui est infaisable. Parce que ce qu'elle est en train de faire avec ces réunions qui la mettent en porte-à-faux dans les médias occidentaux, ces réunions entre le Hamas et le Fatah, c'est fait pour qu'il y ait un État palestinien qui soit viable une fois que cet épisode à Gaza sera terminé. Voilà, c'est ce que je voulais insister là-dessus. En fait. Youssef, un complément. Oui, alors avant que j'oublie sur la relation avec le monde musulman, quand juste avant le départ des Américains d'Afghanistan, il y a eu plusieurs réunions tripartites en fait, talibans. Donc en fait, les Pashtuns, c'est en fait parce que quand on dit talibans, c'est des Afghans, c'est la majorité Pashtun, avec les Russes et avec les Chinois. Et ils ont établi un certain nombre d'accords, notamment de sécurité, pour justement sécuriser le Heartland. Donc quand on observe la politique chinoise, elle est très réaliste. Je ne vois pas, alors on parle des Ouïghours, mais au-delà de la propagande autour des Ouïghours et de l'obscurité sur cette question-là, parce qu'en fait on n'en sait rien, tout le monde en parle, mais on n'en sait rien de notre point de vue. Hein. Mais quand on voit la politique chinoise vis-à-vis des autres pays musulmans d'Asie du Sud-Est, d'Asie centrale et du Proche-Orient, notamment sur le cas palestinien, elle est véritablement impeccable. D'autant plus que, comment dire, la prise de position courageuse des Chinois sur la question palestinienne est très très étonnante aussi. Ça a surpris beaucoup de gens, y compris des musulmans, tente à réconcilier beaucoup de musulmans avec la Chine. Et de plus, ce qu'il faut dire, c'est que du point de vue russe et du point de vue chinois, Israël
que ce soit vrai ou faux, est une excroissance de l'Occident collectif qui sont en guerre contre la Russie et même avec la Chine. Donc en fait, en s'opposant à Israël, ils s'opposent aussi et surtout à l'Occident et plus précisément aux États-Unis. Donc en fait, il faut vraiment coupler ces différentes dimensions. Ce qui se passe en Palestine et la prise de position chinoise est directement liée à la géopolitique mondiale et au fait que, je le rappelle, si le Hamas a osé son opération le 7 octobre, si la Chine soutient ouvertement de façon très, très nette la Palestine, c'est parce que les Russes ont osé affronter l'OTAN en Ukraine. C'est surtout pour ça. Et si les Iraniens ont pu répondre à l'attaque, à l'assassinat commis par les Israéliens en Syrie, s'ils l'ont fait, c'est parce qu'il y a eu et il y a la guerre Russie-OTAN en Ukraine. Donc tout ça est lié. Tout à fait. Malheureusement, on n'a pas pu aborder tous les volets. Il y a la question du Pakistan, ça mériterait un deuxième entretien. Et il y a la question du Kazakhstan, qui selon moi est probablement le futur foyer de déstabilisation que Washington va activer pour opposer la Chine à la Russie, sachant qu'on a un schéma relativement similaire à celui de l'Ukraine, c'est-à-dire un système politique qui est né de la dislocation de l'Union soviétique et qui a connu une russophobie qui ne cesse de monter crescendo et qui a une minorité russe qui représente quand même un tiers de la population, qui est de plus en plus écartée. Et ça pourrait également être un moyen d'opposer la Chine à la Russie, sachant que la Chine a des intérêts au Kazakhstan et pareil pour la Russie. Donc peut-être un deuxième entretien pour développer à chaque fois un nouvel aspect de cette question éminemment complexe. Les amis, merci. Et on pourra parler de la Mongolie aussi. Oui. Qui est un peu l'angle mort de la géopolitique en Asie, mais qui pourrait être aussi un foyer de déstabilisation entre la Chine et la Russie, parce qu'il faut savoir quand même que le président de la Mongolie appelle les États-Unis le troisième voisin de la Mongolie. Ah d'accord. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. On est loin de l'époque de Gengis Khan. Ouais. Laurent Michelon, merci infiniment. Yousef Hindi, merci. Merci à vous. Et à très prochainement. Remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis. Et à très bientôt.